Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h01, merci de votre présence. Ce soir, nous serons en compagnie de Anne Rousselot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc la directrice adjointe du CHM. Nous parlerons avec vous de cette semaine pour la sécurité des patients. Ce sera juste après les titres de l'actualité. La CCIM explose une nouvelle fois. Les affaires secouent la Chambre de commerce et de l'industrie de Mayotte depuis quelques mois, avec notamment cette perquisition enregistrée il y a quelques semaines. Aujourd'hui, c'est le bureau qui n'existe plus. 4 personnes ont démissionné. Il va falloir revoter. Alors, qui pour prendre la place du président actuel, Mohamed El Hamid ? Les enseignants de l'école de Passe-Maïti ont exercé leur droit de retrait ce matin. Ils dénoncent les défaillances des circuits électriques qui mettent en danger les élèves. Ce ne serait pas la première fois qu'ils sont confrontés au problème. Un incendie s'était déclaré il y a 2 ans déjà, suite à ce même problème électrique dans cette même école. Et puis, souvenez-vous, nous vous parlions il y a plus d'une semaine de cette implantation illégale de Banga le long du terre-plein d'Omtsapéré. Ce matin, nous sommes partis à la rencontre de ces familles qui occupent les lieux. La mairie leur a demandé de quitter le remblai afin de préserver l'ordre public. Les habitants disent ne pas être contre, mais le temps passe et la situation ne change pas. Et puis avant de développer tous ces titres, sachez que cette jeune fille de 12 ans qui était portée disparue depuis dimanche a été retrouvée il y a environ 1 heure de cela du côté de la place de l'ancien marché. La disparition de Sidi Randadsi, âgée de 12 ans, avait été signalée par sa famille. Elle n'avait pas été vue depuis dimanche soir. La situation se crispe à la tête de la Chambre de commerce et de l'industrie. Hier soir, 4 membres sur les 7 du bureau ont démissionné après plusieurs mois de désaccord avec le président de la CCI, Mohamed El Hamid, notamment sur le dossier du port de Longoni. Ils ont donc décidé de prendre acte. Aujourd'hui, la Chambre se retrouve donc sans gouvernance et a été placée sous tutelle de la préfecture. Camille Leca. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. La manière dont le président de la CCI, Mohamed El Hamid, a traité l'épineux dossier du port de Longoni a révolté certains des membres du bureau au point qu'ils démissionnent. C'est le cas de 4 membres sur 7, dont Ansouar Abdou, vice-président de la Chambre. C'est ce dossier d'un mot juridique, signé par le président, tout seul, sans discussion, sans débat, sans réunion de bureau, sans commission de finances, alors qu'il crée là des incidences financières, sans surtout susciter le débat au sein des membres, la totalité des membres, c'est-à-dire convoquer une AG, l'Assemblée générale. Et voilà, aujourd'hui, je pense que ça a été le facteur déterminant. En mai 2013, le Conseil général décide de céder la concession du port de Longoni à Mayotte Channel Gateway, présidée par Idanel, alors qu'elle devait normalement être détenue jusqu'à 2022 par la CCI. Pour compenser le manque à gagner, la collectivité s'était engagée à verser une indemnité estimée entre 16 et 22 millions d'euros selon un rapport commandé par la CCI. Les négociations finales sur le montant devaient avoir lieu ce jeudi, mais Mohamed El Hamid a décidé de porter le dossier en justice sans consulter son bureau. Une décision qui a sérieusement ébranlé la confiance que lui portaient les membres. Est-ce qu'il faut continuer dans ce cap où le président doit continuer à être président d'une institution publique fonctionnant comme une entreprise privée, ou il faut refaire bien sûr les choses pour que les procédures et les différentes mises en forme soient respectées. Aujourd'hui, la CCI se retrouve donc sans gouvernance. Seule la préfecture, son autorité de tutelle, a le pouvoir de se prononcer sur la tenue de nouvelles élections.
Affaire à suivre bien évidemment. Et puis sachez que dès demain dans la matinale sur le 106.9, nous reviendrons sur ce qui se passe du côté de la Chambre de commerce et de l'industrie. Pour la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, la préfecture, avec les associations qui œuvrent pour la protection des femmes victimes, avait organisé une conférence cet après-midi à la mairie de Mamoudzou pour présenter les premières études chiffrées de ce fléau et un livre de différents témoignages de personnes qui donnent la parole aux douloureux combats enfouis souvent. Reportage de Shakil Essouf et Fred Suleymana. Donner de la voix pour crier et dénoncer des actes qui détruisent à jamais une personne. Le sujet des violences faites aux femmes reste tabou et les associations telles que l'ACFAV, le service de la préfecture de la délégation des droits des femmes, veulent être un moteur qui délie les langues et donne la parole à ces femmes qui pour beaucoup ont vu leur enfance gâchée et salie. Et continuent de commettre d'autres victimes. Donc aujourd'hui, si je suis là, je crie à haute voix pour que toutes ces victimes, c'est pour elles que je fais ça. Parce que je sais qu'ici à Mayotte, en sortant d'ici à la barge, partout, on va me regarder, on va dire, elle, papa, maman, je vous demande pardon, mais c'est pour les autres que je le fais. Les premières études mahoraises sur les violences faites aux femmes ont été exposées lors de cette conférence de presse. Le rendu définitif se fera en février 2015. C'est sûr qu'un des constats aussi, ça a été qu'à Mayotte, contrairement à tous les autres départements d'outre-mer, il n'y avait aucun chiffre de ces violences. C'est souvent des chiffres qui sont mis en avant, c'est des chiffres qui font parler, c'est des chiffres qui débloquent des fonds pour faire avancer les choses. Sensibiliser la société à cette réalité passe par de nombreuses actions. Ainsi, les artistes comme Lil Mawid, marraine de la lutte contre les violences faites aux femmes, donnent de la voix, tout comme Sandati, pour faire passer le message à l'ensemble des Mahorais. La préfecture met en place des outils qui permettront à ces hommes et ces femmes de libérer leurs paroles pour guérir de ces souffrances trop longtemps enfouies et souvent tues par l'entourage familial. Nous avons plusieurs actions qui sont déjà prévues en 2015, notamment le colloque, des formations à destination des professionnels, des associations qui sont en première ligne pour recueillir la parole de ces femmes. Nous avons également les services de sécurité et d'ordre qui sont impliqués auprès des personnels soignants de manière à ce que la réponse soit adaptée et rapide. Un livre intitulé « Quand la parole se libère » ou « Dilifu Tsiuvenza » est un recueil de témoignages de victimes qui permettra au grand public de mettre des mots sur ces actes de violence, souvent perpétrés sur des femmes démunies. L'action pour la journée de lutte contre les violences faites aux femmes se poursuivra ce jeudi à Dembéni avec la projection à 18h d'un film et se terminera ce samedi 29 à Kungu sur du slam. Et on en parlera de ces actions menées dans le cadre de la journée contre les violences faites aux femmes. On en parlera et ce, dès demain. Mais d'abord, on en vient à ce droit de retrait exercé du côté de Pasmaïti. Les enseignants de l'école primaire ont tout simplement décidé de ne pas exercer ce matin. Ils dénoncent les défaillances des circuits électriques qui mettent en danger les élèves. Ce n'est pas la première fois qu'ils sont confrontés au problème. Sur place, Camille Leca, Bassalidi et Fred Suleymana. L'accident a été évité de peu hier dans cette école de Passamenti. En cause, un réseau électrique défaillant. Dans une salle de classe, un début d'incendie s'est déclaré, mais fort heureusement, il a vite été maîtrisé. Pour les enseignants, c'en est trop, car ce n'est pas la première fois que ça arrive. Depuis que ces appareils-là ont été installés, nous constatons qu'à chaque fois qu'on essaie d'allumer les ventilateurs, il y a des étincelles qui sortent des variateurs pour allumer, pour équilibrer la vitesse des ventilateurs. Nous constatons ça dans presque toutes les salles. Nous constatons aussi que les lumières qui ont été installées en fait ont une défaillance parce qu'aujourd'hui elles s'allument, demain elles ne s'allument pas. Ou vous avez un bal c'est une sorte de balle de lumière de balle dans les salles parce qu'on a les néons qui s'allument à tour de rôle et qui s'éteignent à tour de rôle en fait. Donc c'est un travail qui a été fait, mais bon, on constate aujourd'hui que c'était du bricolage. Ce matin, tous les enseignants ont décidé d'exercer leur droit de retrait pour dénoncer les dangers auxquels les élèves sont exposés. Ici, comme beaucoup d'établissements scolaires de l'île,
les normes de sécurité ne sont toujours pas respectées. Je ne pense pas qu'il y ait une école en Mayotte qui ait l'aval de la commission de sécurité pour ouvrir, mais les maires prennent leurs responsabilités en ouvrant ces salles de classe. Nous, aujourd'hui, on a pris nos responsabilités en interdisant à nos élèves et à nous-mêmes d'y entrer parce que nous ne sommes pas en sécurité. Qu'un syndicat parle et que l'on oblige des personnes à entrer dans des maisons non sécurisées, c'est autre chose. Nous, on nous oblige à y entrer parce que toutes les écoles à Mayotte n'ont pas les normes de sécurité. Pourtant, elles sont ouvertes. Par qui? Je ne sais pas. Le réseau électrique de l'école avait pourtant fait l'objet de plusieurs réparations depuis le départ d'incendie de mai 2013. Aujourd'hui, les enseignants attendent une nouvelle intervention et espèrent que cette fois, tout rentre dans l'ordre. Et le dernier incendie ne date pas de mai 2013, mais bien de l'année de 2012. Depuis quelques années, on enregistrait une baisse des contrôles routiers de la police nationale sur Mamoudzou. Un fait qui n'aura pas échappé aux automobilistes. Certains, il faut le dire, prenaient leurs aises sur les routes. Eh bien, il va falloir s'habituer à revoir les forces de l'ordre aux endroits stratégiques. Sur place ce matin, les images qui sont signées Abbas Alidi. 7h30, aux abords du rond-point de Pasma-Inti, la police nationale veille. Mamoudzou, ses deux roues, ses voitures, ses embouteillages aux heures de pointe. En une heure, une vingtaine de véhicules ont été contrôlés, une dizaine étaient en infraction. Défaut de permis, défaut d'assurance, contrôle technique qui n'est pas à jour. Les automobilistes de Mayotte avaient commencé à relâcher leur attention sur la route. En plus d'afficher une volonté de désengorger la circulation, les policiers insistent sur la nécessité d'être toujours vigilants. Cela permet de tirer en même temps la circulation pour entrer dans Mamoudzou, au lieu que certains se permettent d'être au volant et en même temps avec leur téléphone portable, ce qui ralentit énormément la circulation. Nous on voit plutôt l'inverse, ça aide plutôt aux véhicules d'avancer beaucoup plus rapidement, parce que quand les fonctionnaires mettent en place ces contrôles, on les met quand même du bas-côté de la route pour éviter justement que ça crée d'embouteillage. Une opération qui ne ravit pas forcément ceux en infraction, mais qui rassure certains usagers de la route. Moi je pense que tout contrôle est bienvenu au niveau des routes. Il est vrai qu'il y a quelques années, il y avait beaucoup plus de contrôles qu'aujourd'hui. Et ces derniers temps, on a constaté que les contrôles ont chuté. Mais c'est vrai que le matin, les embouteillages, tout le monde qui converge à Mamoudzou, parfois ça pourrait être désagréable suivant les zones. Ces contrôles sont amenés à se reproduire de plus en plus souvent, jamais au même moment ni au même endroit, mais toujours dans un souci d'aider à rendre la circulation dans les rues du chef-lieu plus fluide. Partout en France, c'est la semaine de la sécurité des patients et ce jusqu'à vendredi. L'occasion pour les établissements de santé d'ouvrir le dialogue entre patients, usagers et professionnels. Et pour cette 4e édition, le CHM a choisi de miser sur une activité ludique organisée en partenariat avec l'Institut de formation en soins infirmiers. Reportage de Camille Leca. Depuis hier, un groupe d'étudiants infirmiers vient à la rencontre des patients du CHM avec de petites cartes. Objectif, tester leurs connaissances de manière ludique et échanger avec eux sur les risques pouvant exister à l'hôpital. Une activité aussi bénéfique pour le public que pour ses futurs soignants. Ils ont interviewé donc les patients sur comment ils ressentaient la sécurité des soins. Et à mon sens, il est important que les étudiants prennent vraiment conscience définitivement que tout soin peut générer certains risques de niveau plus ou moins élevé. Ensuite, à mon avis, il est très important que les étudiants se sentent acteurs de santé, parce que chaque infirmier, quel que soit son mode d'exercice, est un acteur de santé, est un éducateur en santé. Donc l'ensemble de ces dimensions fait que leur participation est complètement pédagogique. La semaine de la sécurité des patients est organisée chaque année depuis 2010 sous la direction du ministère de la Santé. L'objectif majeur étant de faire comprendre au patient qu'il est lui-même acteur de la sécurité de ses soins
et notamment lors de ses échanges avec son médecin. Il faut vraiment avoir bien conscience que le médecin est tenu au secret professionnel, au secret médical. Le secret médical est une obligation pour le médecin. Et il faut tout dire à son médecin et ne pas hésiter également à lui redemander des explications si on n'a pas bien compris quels sont les soins qu'il veut nous proposer. Au-delà des patients, le centre hospitalier a aussi organisé une activité de sensibilisation auprès de son personnel. Car pour les soignants comme pour les patients, tous les bons réflexes sont très importants. Je vous le disais, je suis donc avec mon invité Anne Rosselot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc la directrice adjointe du CHM. Une première question cette semaine finalement pour expliquer, pour sensibiliser par rapport à la sécurité des patients. Est-ce que ce n'est pas paradoxal quand on se rend dans un hôpital ? Et quand on se rend dans un hôpital, c'est qu'on est malade. Et on se confie à des experts qui sont les médecins, qui sont les soignants, qui sont les infirmiers, les aides-soignants. Et on a tendance parfois à se dire que celui qui est expert sait et saura tout pour nous. Or, la particularité du soin, c'est que le patient lui-même est détenteur d'une partie de la sécurité de ses soins et de sa santé. Alors justement, quand on parle de sécurité de ces soins, par quoi cela se traduit-il sur le terrain ? Je suis un patient, je veux me faire soigner correctement, je veux assurer ma sécurité. Quels sont, on va dire, les bons gestes ? Les bons gestes, c'est déjà de vous présenter à l'hôpital en déclinant sans aucune crainte votre identité. Votre identité est extrêmement importante tout au long de votre parcours pour une raison qui est simple, c'est que nous accueillons de nombreux patients et il s'agit de vous donner le traitement adapté à votre situation, à votre âge et en tenant compte de vos caractéristiques de santé, vos allergies, votre histoire de santé antérieure, etc. Donc votre identité est le premier gage de votre sécurité. Ensuite, il faut également expliquer aux médecins l'ensemble de vos symptômes, l'ensemble de vos antécédents médicaux, afin qu'ils puissent connaître votre environnement médical pour pouvoir prendre en compte vos allergies, vos intolérances, les médicaments que vous prenez déjà, afin de ne pas les mélanger avec un nouveau traitement. Et enfin, il faut également ne pas hésiter à redemander au médecin qu'il vous réexplique jusqu'à ce que vous compreniez ce qu'il vous propose, pourquoi il vous le propose, quels sont les avantages au traitement qu'il vous propose et également, à certains moments, les risques qu'il faut connaître avant de s'engager dans un traitement. Ahmed, ça doit être compliqué. Je parle notamment quand on voit la barrière de la langue qui peut se poser, la barrière de la culture, la barrière finalement du secret, puisqu'il faut se confier à un médecin, mais c'est vrai que peut-être qu'ici, c'est un peu plus compliqué d'exercer correctement avec tous ces critères. Alors, vous m'avez posé la question sur 3 points, je vais essayer d'y répondre sur ces 3 points. Sur la question de la langue, je dirais Mayotte a comme particularité effectivement d'avoir à ce jour, et ça va changer dans les années à venir, de nombreux médecins parlant français, ne parlant pas le shimaoré. Et donc, nous avons organisé au CHM un appui avec les soignants du service qui peuvent, eux, servir de traducteurs et donc intercéder et traduire entre le médecin et le patient pendant cet échange. Bien entendu, tout ce qui est dit dans ce cabinet, à ce moment-là, est absolument soumis. De toute façon, tout ce qui est dit pendant le séjour à l'hôpital est absolument soumis au secret médical. Ça, c'est la question de la langue. Et du coup, les personnes peuvent parfaitement bénéficier des soins et des explications qui leur sont dues. La question de la culture, finalement, la culture, quand on est malade, qu'on soit malade au Groenland, aux États-Unis, en Australie ou à Mayotte, les médecins bénéficient maintenant de connaissances mondialisées et qui permettent de soigner et d'expliquer aux personnes. Et le 3e point, qui est la question du secret, Mayotte, comme tous les départements français, on peut toujours avoir peur de se confier à un presque inconnu. Néanmoins, il faut bien avoir conscience que le secret médical est une obligation de la loi pour le médecin. Le médecin n'a pas le droit, sous peine pénale, de divulguer quelque chose qui s'est dit dans son cabinet.
Et justement, est-ce que néanmoins, malgré toutes ces affirmations, vous pouvez comprendre les craintes de certains patients, de personnes qui aimeraient se rendre à l'hôpital, au CHM ou chez un médecin privé, cette crainte justement qu'il y ait une déferlée d'informations suite finalement à un rendez-vous? Je peux parfaitement le comprendre. Je peux parfaitement comprendre de mon expérience hospitalière, mais également de mon expérience. C'est déjà arrivé? De citoyenne. Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance, ce n'est pas arrivé. Après, il peut y avoir aussi des gens qui discutent de leur situation, de la visite qu'ils viennent de faire chez le médecin, alors auprès de leurs proches, auprès de leurs amis, et au bout d'un moment, ils ne se rendent pas compte eux-mêmes que c'est eux-mêmes qui peuvent dévoiler à certains moments des éléments de la discussion. Mais en tant que patiente moi-même, que citoyenne moi-même, je peux comprendre les réticences. Je ne peux que réaffirmer que les médecins accordent une très très grande importance à cette confidentialité qui est le premier gage de la sécurité du patient. Alors cette semaine de la sécurité qui se déroule donc depuis le 24, ça se terminera le 28 novembre. Le programme un peu au CHM, parce qu'il y a beaucoup d'activités en ce moment, d'interactivité entre les patients, entre les élèves infirmiers, les professionnels. Ça a commencé hier et ça va se poursuivre. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le CHM a organisé la semaine de la sécurité du patient dans ses murs, auprès de son personnel, auprès de ses partenaires extérieurs et auprès des usagers, avec 3 actions. Une action vraiment en direction des usagers et des patients, comme nous avons pu le voir, que nous avons voulu faire passer sous un mode ludique, parce qu'il nous paraît que c'était plus facile d'appréhender des concepts un petit peu compliqués ou un petit peu inhabituels de manière ludique. Également un support qui sera fait en intra-professionnel, donc avec un niveau d'expertise et de connaissance que les professionnels maîtrisent et qu'il s'agit de retester également de manière ludique. Et enfin, la dernière action sera une action qui témoigne de la volonté de collaboration du CHM avec ce qu'on appelle la ville, la médecine de ville, les officines de ville, les kinés libéraux, les sages-femmes libérales. Donc une grande conférence débat à laquelle l'ensemble de nos partenaires et les représentants des usagers sont également conviés, qui se déroulera demain à 14h dans les locaux de l'IFSI. Donc qui parlera de la chimiothérapie orale pour une éducation thérapeutique du patient. Je pense qu'on en parlera également demain. Comment les patients réagissent par rapport à toutes ces actions qui sont menées? Est-ce qu'ils y sont sensibles ou alors pour eux ça ne change pas vraiment du quotidien, de leur routine? Les premiers échos que nous avons eus, donc avec très peu de recul, puisque ça a débuté hier pour l'édition 2014, sont que les patients sont satisfaits. Et toutes les actions de communication directe qui ont pu être faites en direction des patients montrent qu'ils sont satisfaits quand on leur apporte de l'information, de l'éclaircissement et qu'on les remet à leur place, qui est d'être des acteurs de santé totalement partenaires des soignants et des médecins du centre hospitalier. Est-ce qu'il y a une évolution justement au niveau du comportement du patient qui se rend au CHM à Mayotte? Est-ce que vous, par exemple, il y a une évolution, il y a du changement, il y a des prises de conscience qui sont notées au fil des années? Au fil des années, on peut se rendre compte que les patients sont de plus en plus intéressés par leur santé. Ils sont de plus en plus intéressés par les questions de prévention. Ils sont de plus en plus intéressés par les questions du suivi. Ils sont de plus en plus intéressés par la sensibilisation au fait de venir suffisamment tôt, de venir demander des conseils, demander des soins et de pouvoir les appliquer avec tout le sérieux possible. Et on sent bien que la santé devient dorénavant une préoccupation première pour les patients de Mayotte, mais comme pour tous les patients de France. Est-ce qu'il est déjà arrivé qu'un patient se retourne contre le CHM parce qu'il estime qu'il n'y a pas eu assez de sécurité lors d'une intervention ou lors de son passage au centre hospitalier à Mayotte? Bien sûr, c'est déjà arrivé, comme dans tous les établissements français, et c'est un droit du patient de demander des éclaircissements sur une prise en charge dont il a bénéficié. Les explications lui sont apportées, libre à lui ensuite de poursuivre. C'est déjà arrivé, ça arrivera encore, et ça ne pose pas de problème. Le CHM peut expliquer ce qui est fait, quand c'est fait, pourquoi c'est fait. Merci Anne Rousselot pour toutes ces réponses. On rappelle donc que la semaine de la sécurité de patients se poursuit au CHM avec notamment demain ce grand débat du côté de l'IFSI. Merci en tout cas d'avoir répondu à toutes nos questions. Il est 19h15, il est l'heure pour nous de faire un point sur l'actualité en bref dans votre journal.
Il manque 289,5 millions d'euros à l'éducation nationale. La dépense moyenne par élève et par an sur le territoire français s'élève à 6 010 euros dans le premier degré, 8 410 euros par collégien et 11 635 euros par lycéen selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale. À Mayotte, le budget est loin d'afficher les mêmes taux. Une fois le calcul fait, on trouve 4 064 euros par an et par enfant du primaire, 4 080 euros pour les collégiens et 4 133 euros pour les lycéens. Ainsi, 47,8% de moins sont consacrés pour un enfant du primaire à Mayotte, 106,12% pour un collégien et 181,51% pour un lycéen. Dans le cadre de la rédaction du document Mayotte 2025, l'UNSA a remis sa copie et apporte ainsi sa pierre à l'édifice. Le document commence par un rappel. Pas moins de 1000 enseignants manquent depuis la rentrée et 1200 manqueront à la rentrée 2015. Nous demandons un traitement spécifique de grande ampleur afin de sortir du marasme éducatif constaté depuis plusieurs années, indique le syndicat, qui fait des propositions concrètes. Favoriser le pré-recrutement en renforçant le dispositif Emploi d'avenir, informer les boursiers sur le dispositif et l'étendre à des étudiants non boursiers pour ceux qui s'engageraient à Mayotte, ainsi que mettre en place un véritable suivi des contractuels avec une formation pédagogique dès le recrutement notamment. Entre le 7 et le 17 novembre, 9 locaux de rétention administrative ont été créés par la préfecture. Objectif : remplacer de manière provisoire le centre de rétention administrative dès lors que sa capacité d'accueil de 100 personnes est atteinte. Ainsi, en un mois, au minimum, 2100 étrangers en situation irrégulière sont passés entre les mains de la police aux frontières. En 2013, 15 902 reconduites à la frontière avaient été effectuées. Avec de tels résultats, les chiffres 2014 pourraient bien s'envoler. Et puis vous l'auriez compris, il n'était pas 19h15 mais bien 19h25. Il y a plus d'une semaine, l'implantation illégale de bangas en tôle le long du terre-plein de Tsapéré avait fait beaucoup de bruit. Ce matin, nous sommes donc partis à la rencontre de ces personnes qui occupent ces lieux et qui plantent manioc, maïs afin de subvenir aux besoins de leurs proches. C'est en tout cas ce qu'ils disent. La mairie leur demande de quitter le remblai. Ils disent ne pas y avoir de problème. Mais la situation reste la même et le temps passe. Shakila Issouf. Planter un peu de manioc, des lentilles, du maïs pour diminuer les dépenses alimentaires. Il faut dire que la vie est très chère sur le 101e département. C'est ce que Bakar et l'une de ses voisines, Choukidine de Mtsapéré, font depuis un an. Ils exploitent le terre-plein et en font profiter à tout leur entourage. Baskar tabu shundu bashtoja shimenye leral pareli shongezo kabasta mana susikiti hajo nel pereli ni tambu jirobani on toja hebuza surprise banwe hodzantu wasuta bi hamana sider ko kamwe kartezini bani ba para bab kozo mrumbio na voir renge bashir jolimbane ziroza hitambia babo school pareli shongezo kapsi tatambu mabaler toliziau mana lini ni rambler tabu tude mafele kan bar pareli lebetu kambar jarti shamba place bo kapsuru mwara hade ratabu kama mrato rongomba ha hewa mtisi harmwe parti tumba bukabsira hazi rakabsi hazi da marshijo fanya risikensi tumheno mirubu nerjo renshi na wana rana ukensi bure besu kitokao na wenyewe yasifanye hazi ya warambia lazima urilawe wafanye hazi katujo wafanye hali yangina sola wao wenyewe watojwao ambani wale wanadamu walo na wana kwa msi wami tina wana wanane wamini nenshina wao amde nwale lao amde nkona wao sukitokao weda wao watojua mbani esko bwenule hali ya haensho na wana wahe wale rimbevo hano alime au vale kadha betujo na limba parce que yo place ya serikali. La mairie compte débarrasser les lieux de toute occupation ayant en charge l'ordre public et la sécurité. Toutes les équipes municipales confondues ont échoué. L'ampleur de la tâche reste rude puisque les occupants du terre-plein de Mtsapéré sont des habitants du quartier et à les entendre, ils sont très conciliants et partiront dès qu'il le sera nécessaire. Mwanamtitu wangu kula aina kati nyombeni yako kika malavuno kula ina asemeni mbele lazima hema lavunde ne raone nyombe yu na kama mwana nyombe ununa jana ovani tasona chabarikisha zavana za mwana wa nyombe ovani dina jana ketivani bwa msaketi vana mbeini mwaratha au na mula vana bantsojwa ndenge placini au na mombe lamba ntolo vana mbele lazima mbamini vola place non.
De l'élevage de zébus à la plantation, le terre-plein de Mtsapéré ne manque pas d'animation. Les policiers municipaux, déjà très sollicités pour déloger les vendeurs à la sauvette, auront peut-être très prochainement la lourde tâche de débarrasser le secteur des tôles et des carcasses qui longent le terre-plein des Mtsapérois. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, la météo d'Ornella Périne, suivi du journal en maoré et du temps de parole. N'oubliez pas, demain, bonne fête à Delphine. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Vous pouvez nous retrouver à Paris grâce à OM5 en multidiffusion. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV. Kwaheri.